Bienvenue, Doc Seb. Merci, Christy. Bienvenue aussi dans cette émission à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs pour ce début concernant un thème qui nous est cher. La fidélité est souvent mise à mal au quotidien. Alors, fatalité ou crise passagère, comment expliques-tu cette envie d'aller voir ailleurs, Doc ? Alors, c'est souvent des causes liées à la routine pour certains couples, pour d'autres liées à l'âge, pour d'autres liées à une incompatibilité aussi, on peut voir avec le temps, et puis à des personnalités aussi qui vont parfois être plus infidèles que d'autres. Il y a, on va dire, autant de causes que d'infidèles. Où commence, selon toi, l'infidélité ? Lorsqu'on parle d'infidélité, entretenir une relation épistolaire avec une personne est une infidélité ou il faut passer carrément à l'acte pour être infidèle ? Alors, tout va dépendre, on va dire, des personnes. Même si on s'accorde, on va dire, à dire, et puis suivant pas mal d'études ou de sondages qui ont été réalisés, que pour à peu près 60-70% des personnes, un premier baiser, c'est déjà une infidélité, déjà donc un acte. Après, pour d'autres personnes, ne serait-ce que d'entretenir une relation épistolaire, donc une complicité aussi, une forme d'intimité dans le couple, c'est aussi une forme d'infidélité, une infidélité plus psychique qui ne va pas s'acter en tant que telle, mais c'est quand même une infidélité. Après, on en a d'autres, surtout à notre époque, d'infidélité virtuelle aussi, qui sont de plus en plus courantes. Donc là, on est déjà, à partir du moment où on entretient une complicité, une intimité de plus en plus importante, et puis qu'on perd surtout cette intimité qu'on a avec sa partenaire, et qu'on a un désir sous-tendu, voire un désir de rapprochement sexuel ou autre, on est clairement dans une forme d'infidélité déjà. Alors, y a-t-il un âge pour être infidèle ou pas du tout ? Alors, il n'y a pas forcément d'âge pour être infidèle. Il y a des infidélités à tout âge. On en voit au moment de l'adolescence, mais on peut parler plus d'expérimenter un peu le flirt, la relation. C'est très différent de l'infidélité qui va être caractérisée notamment quand on est en couple, installé, avec enfants, marié, etc. Mais on va avoir des phases de recrudescence parfois, alors notamment durant les crises existentielles. Notamment, alors on va en voir à la trentaine, on va en voir à la quarantaine, à la cinquantaine. Alors on s'aperçoit que souvent pour les femmes, la quarantaine, c'est un moment aussi un peu critique pour cette question-là de l'infidélité. Et pour les hommes, ça peut, on va dire, plus on passe dans l'âge et plus on avance et plus l'infidélité peut être banalisée sur un autre plan. Donc, on va dire que c'est quelque chose qui peut être à tout âge, mais où il y a quand même des périodes un peu caractéristiques. À chaque fois qu'il y a des carrefours existentiels, il y a des moments parfois qui peuvent être tangents. Alors, bien sûr, ça dépend aussi et avant tout des valeurs du couple et puis de sa capacité à se remettre en cause et ses facteurs de résilience personnelle aussi. C'est tout à fait important et de ses valeurs. C'est tout à fait essentiel. Alors, regardons un petit peu les causes de l'infidélité. Pourquoi trompe-t-on finalement ? Alors, pourquoi trompe-t-on ? Je dirais, il y a plusieurs causes, comme on disait, il y a autant d'infidèles que de causes, pratiquement. Alors, il y a plusieurs études qui se sont penchées sur ces questions, alors avec des résultats très différents, des sondages qui sont souvent un peu déclaratifs, donc on ne peut pas forcément non plus, on va dire, s'y référer complètement, parce que ce qu'on déclare, ce n'est pas toujours ce qu'on fait. Il y a aussi l'image qu'on veut donner. Alors, il y a des causes très clairement, on va dire, exprimées. Par exemple, une des premières, c'est une forme de vengeance, de colère un petit peu vis-à-vis de son partenaire. On a déclaré ou décidé finalement qu'on allait se venger de cette personne dans un moment d'infidélité. Donc ça, on le voit dans des moments de frustration aussi qui vont avec. On voit aussi chez certaines personnes qui ont besoin de renforcer un peu trop leur estime de soi, souvent qui ont des problématiques un peu narcissiques qui vont avec. Et effectivement, elles ont cette idée que d'aller voir ailleurs va améliorer leur estime d'elles-mêmes et ressentir un sentiment de toute puissance, d'hyper-narcissisation aussi,
Donc ça, c'est assez clair pour beaucoup de personnes. Ensuite, on peut avoir le manque de sentiments dans un couple, une forme de désamour aussi qui s'est, je dirais, qui s'est installée, où on va dire que la personne va trouver peut-être un autre lien de complicité, d'amour, et le fait de rentrer en amour, ce qu'on appelle l'énamoration, va l'amener, on va dire, à tromper. On a aussi souvent une autre cause qui est amenée par les infidèles aussi, c'est le manque d'implication. Les personnes souvent elles estiment qu'elles n'étaient pas vraiment en couple, qu'elles se sentaient finalement toujours seules, que l'autre ne souhaitait pas s'engager. On va retrouver ça aussi dans les dynamiques de couple. On va retrouver aussi, souvent avec les problématiques d'estime de soi, la recherche de variété. Ça, c'est une variété un peu de partenaires ou des gens qui affirment qu'ils ont besoin aussi de rencontrer d'autres partenaires sexuels aussi différents que possible finalement, et qui sont là justement pas forcément dans des valeurs de fidélité au départ. Donc ça c'est assez clair quand même. On a le manque d'attention, ça c'est fréquent aussi, qui est donné comme cause. Et puis les problématiques de désir sexuel. Les problématiques de désir sexuel, où il y a un manque de complicité, où un hypodésir qui s'est installé pendant trop longtemps, qui a mis de côté finalement un des partenaires, avec une distance qui s'est créée, émotionnelle notamment, mais aussi sexuelle. Et là, on va dire, c'est ensuite le facteur d'opportunité qu'il va y avoir. Et il y a l'opportunité aussi qui est un autre facteur, souvent dans un facteur de désinhibition, un moment où on est ailleurs, on est dans un moment de festif ou autre, qui va aussi créer l'opportunité aussi. Donc ça, c'est les principales causes, sans compter celles qu'on connaît déjà, un petit peu de routine, d'un couple qui s'est trop installé et qui n'a plus de complicité, d'intimité dans son couple. Selon toi, l'adultère ou l'infidélité est un phénomène courant. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Alors, il y a à peu près un tiers des personnes qui vont être infidèles, en gros. Ça, c'est assez classique comme chiffre. Alors, ça, je dirais sur une vie, donc c'est quand même pas mal. Bon, même si c'est un petit peu moins quand même d'un tiers, suivant les études qu'on peut voir, avec quand même un facteur de sensibilité à l'infidélité plus important quand même chez les hommes, avec une période de 45 à 55 ans qui est quand même plus forte chez les hommes. Souvent, chez les femmes, ça serait plutôt de 40 à 50 ans, qui est un facteur plus important. Donc, on s'aperçoit aussi qu'il y a des facteurs aussi de pouvoir, entre guillemets, qui vont jouer. En gros, plus la personne a un sentiment de pouvoir, de puissance, qu'elle soit monétaire ou qu'elle soit par son statut social, et plus elle va pouvoir être tentée quelque part d'être infidèle pour continuer à user un petit peu de ce pouvoir. On l'a vu dans de tristes affaires où là c'était aussi en plus sans les problèmes, avec les problématiques de consentement et autres. Donc effectivement, on peut voir aussi ce cas de figure. On le voit effectivement aussi parfois quand il y a les problématiques d'enfants qui vont arriver, des couples qui vont peut-être trop investir finalement leur enfant ou surinvestir, parfois au détriment de leur couple, sans compter sur leur dynamique de couple et se reposant essentiellement sur la dynamique parentale. Donc ça, c'est aussi une des raisons un petit peu ou des facteurs un peu qui vont jouer en tant que tels. Bon, donc après, voilà, c'est vraiment quelque part aussi, j'ai envie de dire, maintenant une tendance qui est presque équilibrée entre les hommes et les femmes, même si les chiffres ne le disent pas toujours, parce que d'un point de vue déclaratif, les femmes vont moins l'exprimer. Il y a toujours ces tabous, un peu ces préjugés que les hommes. Il y a quand même des chiffres qui commencent à être équivalents, avec la libération sexuelle, avec l'autonomie des uns et des autres. Il y a tout un tas de facteurs qui vont dans ce sens-là. Il y a un autre facteur qui me semble intéressant, c'est que on s'aperçoit aussi que souvent les hommes ont plus de mal quand même à cacher leur infidélité que les femmes.
Hein, là, il y a aussi certains sondages ou études qui le montrent. Il y a quand même, notamment une étude australienne intéressante de ce point de vue-là, qui montre quand même qu'il y a cette facilité un peu plus importante chez les femmes à camoufler, à masquer un peu les choses que chez les hommes. Bon, après, voilà, c'est pas un problème en soi en tant que tel, même si, à un moment donné, ça peut en poser un sérieux dans le couple. Pour expliquer que le pourcentage est à peu près équivalent entre les hommes et les femmes, est-ce que le fait que la femme ait plus d'indépendance joue un jeu? Alors oui, même si, on peut le souligner, dans les chiffres déclaratifs, c'est quand même les hommes qui ont tendance à avoir, on va dire, plus d'infidélité en tant que telle, en tout cas déclarée. Hein, parce que, bon, il faut bien se dire qu'ils trompent bien leur femme avec une autre femme, a priori, quand ce sont des rapports hétérosexuels. Bon, donc forcément qu'à un moment donné, il y a un équivalent qui va aller de ce côté-là. Bon, effectivement, il y a des facteurs de libération sexuelle, d'indépendance qui sont, je dirais, mis petit à petit en place, qui sont tout à fait normaux. Il y a aussi cette envie aussi de vivre aussi, je dirais, et de s'épanouir peut-être autrement et de plus rester forcément dans des couples qui ne conviennent pas, parce que parfois on restait aussi par tradition, par culpabilité, par religion, par tout un tas de choses. Hein, bon. Donc il y a ces facteurs-là. Après, il y a, je dirais aussi, cette envie d'accéder aussi peut-être à un plaisir dans cette quête aussi. Alors, paradoxalement, on s'aperçoit, et c'est pas, alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais on s'aperçoit que c'est pas forcément je dirais, les femmes qui ont le plus d'expérience d'infidélité ou sexuelle qui sont forcément les mieux loties d'un point de vue du plaisir ou de la satisfaction personnelle. Parce qu'en général, il ne va pas y avoir de durabilité. En revanche, pour les hommes, il n'y a pas forcément d'incidence. En général, plus ils ont de rapports sexuels et plus ils sont contents, en gros. Donc, il n'y a pas forcément d'incidence par rapport à ça ou de problématique d'insatisfaction de ce point de vue-là. Bon, parce que c'est peut-être pas tout à fait non plus la même façon d'envisager les relations amoureuses et sexuelles. On va dire quand on s'attache un petit peu au comportement et aux motivations un peu, ne sont pas les mêmes. Effectivement, on voit que pour les femmes, c'est souvent une recherche d'intimité, de complicité, qui va les amener à aller vers une tromperie ou une infidélité. Donc cette intimité, cette complicité qu'elles n'ont plus. Donc qui va passer à cet acte-là aussi, alors que pour les hommes, ce n'est pas forcément le cas. Il peut y avoir une perte d'intimité, de complicité, mais c'est souvent la dynamique d'attirance ou de la sexualité en tant que telle qui va motiver un petit peu l'infidélité, qui sera souvent une infidélité d'ailleurs de passage, j'ai envie de dire, souvent plus courte dans la durée. Donc là, il y a aussi des différences hommes-femmes. C'est que même s'il y a une forme d'égalité qui s'est créée un petit peu petit à petit dans cette libération des mœurs, il y a quand même des différences qui demeurent. Et ça, c'est aussi la complémentarité homme-femme qui est aussi importante. Alors, tu le disais tout à l'heure, l'infidélité est l'une des causes majeures de problèmes dans la relation de couple. Si l'aveu de l'acte peut entraîner diverses réactions, le non-dit instaure en revanche souvent un climat de suspicion. Alors, en cas d'incartade d'Oxem, faut-il en parler? Faut-il avouer son infidélité? Alors, bien sûr qu'à un moment donné, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes, cette infidélité. Alors, d'autant plus si elle perdure. C'est là où on voit que, par exemple, dans les phénomènes de double vie, ça va forcément créer une triangulation dans le couple qui va, je dirais, détruire finalement la relation qu'on a avec la personne avec qui on est habituellement. Donc, à un moment donné, de toute façon, il va falloir en parler. Alors, bien souvent, l'infidèle va attendre au maximum, on va dire, quelque part que l'autre se rende compte. Alors, parfois par des actes manqués, c'est-à-dire il va oublier telle ou telle chose qui va signifier qu'il a été avec telle et telle personne, par rapport à son téléphone, par rapport à des absences un peu impromptues ou autres. Et puis parfois, c'est plutôt
la personne qui pense être trompée qui va elle-même découvrir le poteau rose. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Quand elle commence à avoir cette intuition de plus en plus importante, sauf si on est dans un phénomène de jalousie un peu pathologique, quand on commence à avoir des intuitions, quelque part, que l'autre est infidèle, qu'il y a quelque chose qui cloche, on a souvent un peu raison. Hein. Alors après, il faudrait voir aussi, finalement, comment on peut repérer un petit peu tout ça sur ces problématiques un peu d'infidélité, et quels sont un peu les signes et autres qui peuvent l'amener, ou en tout cas nous donner des indications. Mais dès qu'on a une petite intuition, c'est que souvent il y a quelque chose derrière tout ça, effectivement. Alors, on va en parler. Tu vas nous donner quelques indices tout à l'heure. Avant cela, quand un quinquagénaire tombe amoureux d'une femme plus jeune, est-ce une nouvelle vie qui s'annonce ou une banale crise de la cinquantaine finalement, selon toi? Eh bien, ça dépend. On a plusieurs cas de figure. On a effectivement le cas du démon de midi, qui est cette crise existentielle où effectivement, quelqu'un qui a construit sa vie, alors d'un point de vue, je dirais, familial, mais aussi de l'emploi et autres, a développé tout ce qu'il pouvait développer dans son domaine et arrive à ce moment un peu fatidique. Alors on dit cinquantaine, mais parfois ça peut prendre avant, qui commence à remettre en cause tout son édifice. Ce moment de constat, de crise de mi-tane, qu'on appelle aussi de la mi-vie. Et à ce moment-là, brusquement, il va souvent changer complètement de comportement et vouloir se mettre à des activités nouvelles, changer de look, changer d'activité. Et c'est souvent le moment où il va aussi s'ennuyer. C'est pour ça qu'on appelle ça le démon de midi, mais aussi la crise de la cinquantaine ou de la 45-50 ans. C'est qu'à ce moment-là, eh bien, il va rencontrer quelqu'un qui va quelque part le renarcissiser et lui donner une forme de cure de jouvence un petit peu, ou un renouveau, un nouveau départ. Et à ce moment-là, certains, effectivement, vont complètement aller dans ce sens-là et sont prêts à tout quitter. C'est d'ailleurs un moment particulièrement difficile pour les couples installés, souvent, et certains vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parfois en se brûlant complètement les ailes, parce que cet amour de passage ne va être qu'un passage, et ils vont tout remettre en cause, tout casser, et bon, voilà. D'autres vont pouvoir parfois recréer, refaire leur vie. On en voit aussi qui vont refaire leur vie, et se servir finalement de cette impulsion, cette crise comme d'un tremplin. On a vraiment différents cas de figure, et j'ai envie de dire même pour les femmes, il y a ce passage-là, alors qui ne va pas forcément être dans ce démon de midi au sens d'une frénésie à la rencontre et à la séduction, ou même à forcément être avec un partenaire plus jeune. Encore qu'on a cette définition un peu nouvelle des cougars, des femmes qui vont vouloir séduire des hommes plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Bon, là, on a aussi un peu le même genre de comportement finalement que pour l'homme. Ça, c'est toujours le cas aussi. Mais c'est quand même plus rare, même si c'est un phénomène qui est assez médiatisé. Est-ce que ce phénomène touche tous les hommes, en parlant du démon de midi? Alors, non, il ne va pas toucher tous les hommes. Pour beaucoup d'hommes, ça va leur passer complètement au-dessus de la tête et ils ne vont pas du tout être sensibles à cette problématique-là, ni même, je dirais, avoir ce moment de crise en tant que tel. Même s'ils passent par des phases de questionnement individuel et par rapport au sens de leur vie, par rapport aux orientations qu'ils vont avoir. On va le voir chez quelques hommes. Il y a peut-être, on va dire, un cinquième, un quart des hommes qui vont passer par là, sans forcément d'ailleurs aller jusque l'acte en lui-même, simplement dans le fantasme un petit peu de refaire sa vie. Ce n'est pas forcément, on va dire, une phase obligatoire ou un stade, c'est plutôt une difficulté à entamer un passage de sa vie. Et donc, c'est pas du tout une majorité, c'est plutôt, on va dire, un homme sur 4 ou un homme sur 5 qui va passer par cette phase-là. Tu nous rassures quand même.
Oui, 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 bien sûr, il n'y a pas une phase inévitable qui va passer par là. Alors, on le voit quand même aussi, ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est aussi une question d'hommes qui, par exemple, n'avaient pas connu ou développé leur potentiel de séduction beaucoup plus jeunes. Hein, en gros, qui n'avaient pas vécu une forme d'adolescence ou de jeune homme, quelque part dans la séduction, dans le flirt, dans cette construction un peu de son, je dirais, son identité sexuelle, de ses expériences, et qui, par ce problème-là, vont tenter de le revivre beaucoup plus tard. Comme, d'ailleurs, certains en parlent comme d'une nouvelle adolescence, pratiquement. Hein. Donc, on est vraiment de cet ordre-là, effectivement, avec cette idée qu'il faut en profiter pendant qu'on peut encore en profiter. Hein. Parce que 45-50 ans, on a encore un potentiel de séduction. En général, on a une très bonne situation quand on est installé dans la vie, une bonne situation, et on a cette capacité aussi qui est complètement différente de, je dirais, plus jeunes. Et certains qui n'avaient pas eu ce succès-là vont, on va dire, flamber à ce moment-là. Hein. Alors, quand il ne s'agit pas de personnes qui étaient ou qui présentaient déjà des problématiques d'infidélité chronique. Là, on parle de personnes qui vraiment subitement vont changer. Parce que quand il y a un problème d'infidélité chronique, la personne, je dirais, elle est infidèle de 20 ans jusqu'à la fin de ses jours. Un partenaire coupe son téléphone dès l'arrivée de sa compagne ou de son compagnon dans la pièce. Il ou elle cache l'existence d'une personne à laquelle il ou elle se confie. Est-ce que dans ces cas-là, on peut dire qu'on a affaire à une micro-infidélité, un adepte de la micro-infidélité? Alors, oui et non, on ne peut pas vraiment savoir. Alors, peut-être qu'on peut avoir des indices comme ça, de se dire, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, il coupe son téléphone, ou je ne peux pas le joindre à ce moment-là, ou peut-être qu'il cache quelque chose, mais pas forcément toujours. Hein. Parfois, il y a une relation un petit peu, je dirais, dans le lien de couple qui fait qu'un homme ou une femme peut se sentir un peu infantilisé par le regard ou par je dirais, l'attitude de l'autre, et parfois surréagir sur ces modalités-là. Et puis parfois, ça peut être un signe, mais en général, il y en a plusieurs. Il y a rarement qu'un seul signe. Hein. En gros, bon, pour schématiser, hein, on pourrait dire que s'il y a des signes d'infidélité qu'on peut retenir, il y a par exemple, votre conjoint ne vous désire plus vraiment, ou c'est vraiment très intermittent, mais ce n'est pas le seul, parce qu'il peut y avoir plein de problématiques qui peuvent l'expliquer. Votre conjoint est effectivement trop injoignable, ou souvent injoignable, à des moments où, a priori, il ne devrait pas l'être. Il va, par exemple, changer de look, on en parlait pour la crise, je dirais, de la cinquantaine, de look de façon complètement radicale. Tiens, c'est quand même étonnant. Il commence à faire des dépenses un peu inconsidérées, parfois un peu inexpliquées. Où va cet argent? Est-ce que c'est pour, on va dire, asseoir une forme de séduction, pour faire des cadeaux ou autre chose? Il est toujours effectivement pendu au téléphone. Là, c'est vrai qu'on est dans une société un peu du téléphone qui fait un peu office de prolongement de soi-même. Donc ça peut être un indice. Il vient en gros, de mettre des nouveaux mots de passe un peu partout qui verrouillent finalement tous les accès qu'il pouvait y avoir, comme s'il se sentait un peu observé. On peut se poser la question. Il a sans arrêt des changements d'emploi du temps, de dernière minute. Ça, on peut se poser la question. Ou au contraire, il a une espèce de fixité, d'hyperstabilité dans ses emplois du temps. On le voit par exemple là à l'inverse chez les personnes qui ont une double vie. Parce que pour qu'ils puissent tenir cette double vie longtemps, par exemple, je ne sais pas, une personne à Paris, une personne en province ou ailleurs, il faut qu'ils installent un rythme qui puisse se répéter. Donc là, qui lisse un petit peu tout ça. Donc on peut voir des choses comme ça. On peut voir aussi des moments où le conjoint va se braquer dès qu'on aborde des questions autour de cette question. Tiens, est-ce qu'il y a un problème dans le couple? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un? Ou est-ce que tu ne désires pas autre chose dans la vie? Enfin, on sent qu'il y a un braquage aussi. On voit aussi que quelque part, il ne s'intéresse plus vraiment à son partenaire, le conjoint infidèle. Il est soit dans cette phase d'amour, quelque part, ou alors il est
constamment dans son obsession, parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette obsession de rencontrer d'autres personnes que leur conjoint. Hein. Donc on le voit souvent, ça, ils n'ont plus de projet à long terme. Ça, c'est vraiment un signe quand l'infidélité on va dire, se caractérise et s'étale dans le temps. Ce n'est pas on va dire une infidélité ponctuelle. Il a l'esprit toujours ailleurs, ça on le voit aussi. Il commence à faire des reproches pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire parfois l'attaque est parfois la meilleure défense. Il est souvent de mauvaise humeur sans qu'on sache pourquoi. Et puis surtout, il y a un indice important, c'est qu'il n'y a plus vraiment de complicité. Hein, souvent. Voilà. Donc ça, c'est des critères qu'on peut voir quasiment chez tous les infidèles, excepté ceux qui vont vraiment cacher, qui ont l'art de la dissimulation et qui ont des doubles vies sur, je dirais, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, j'ai pu rencontrer des personnes comme celle-là et qui, elles, sont vraiment, alors là, carrément dans une forme de mythomanie et de clivage et qui ont développé finalement deux personnages complètement différents et dissociés. Là, c'est autre chose, tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que l'infidélité est en lien avec cette société de consommation que nous avons de nos jours? Alors, elle va favoriser effectivement, d'ailleurs on voit on va dire l'effervescence un petit peu de tous ces sites de rencontres, des réseaux sociaux, de cette exhibition finalement de notre moi un petit peu, qui est toujours plus sublime. Hein, et là, effectivement, il y a quelque chose qui va favoriser la consommation, même dans les messages qui sont véhiculés. Hein, on le voit un peu partout. Maintenant, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés que c'est bien, c'est normal, etc. Et donc, il y a une forme de banalisation finalement de l'infidélité. Or, on s'aperçoit quand même que malgré le discours ambiant sociétal, où tout le monde dit c'est pas bien grave, on s'en remet, etc., que dès que ça nous concerne, là, ça devient très grave. Et là, on n'a pas envie de ça et de partager l'intimité avec quelqu'un d'autre et de se sentir trahi, parce qu'il y a une trahison, il y a une perte de confiance qui va avec. Et pour bon nombre de couples, ça peut signifier, on va dire, l'arrêt de leur couple. Donc ça n'a rien de banal en réalité, même si on est dans une société qui a tendance à banaliser un petit peu tout. Finalement, du moment que c'est consenti, tout est permis. C'est un petit peu le mot d'ordre. Quelque part. Mais on s'aperçoit que la valeur finalement de la fidélité, au contraire, pour le couple, reste quand même un socle très important pour le couple. On arrive sur la fin de l'émission, Doxem, on parle d'infidélité aujourd'hui. Peut-on se remettre d'une infidélité? Est-ce qu'un couple peut se reconstruire derrière une infidélité ou pas du tout? Alors, ça va dépendre du profil des couples. Hein. Il y a des personnalités dans le couple. Il y a des couples où l'infidélité, alors surtout si elle a été marquée dans le temps, c'est-à-dire par une relation longue suivie, et qu'il ne s'agit pas juste d'un passage, un peu, d'une transition, ou d'une préoccupation qu'il y avait autour de la désirabilité ou je dirais, des aléas un peu du couple. Il y a des personnes, ça signifiera automatiquement la rupture et la fin. Parce que, quelque part, ils ne se sentent pas de reprendre une relation avec quelqu'un qui les a trahis, alors d'autant plus que ça a duré. Hein. Parce que ça veut dire qu'il y a un mensonge qui s'est installé, une mascarade quelque part, et une trahison beaucoup plus longue. Souvent, donc là, il y a le critère de la durée de l'infidélité. Quand elle est plus brève, souvent, elle est mieux pardonnée. Parce qu'il n'y a pas cette idée d'une complicité, d'un lien affectif et de projets qui ont pu on va dire, se concrétiser ou voir le jour avec une autre personne. Ensuite, on va s'apercevoir aussi que pour d'autres couples, je dirais que c'est quand même une étape. C'est une étape de leur couple et qu'il y a quand même beaucoup de couples aussi qui vivent et qui continuent à vivre ensemble malgré des infidélités. Alors, pour certains, parce que c'est leur conception un peu du couple, certains qui se vivent dans des couples qui disent libres, par exemple, à un moment donné, dans une façon de maîtriser finalement leur pulsion, leur désir vers d'autres personnes, souvent parce qu'ils sont installés depuis un moment, vont considérer que c'est pas non plus, ça va pas remettre en cause leur couple, leur famille, etc. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels la valeur de fidélité est importante, et là qui sont plutôt dans un amour exclusif, évidemment, hein, avec ces valeurs importantes, eh bien, eux, ça sera une étape.
une étape dans leur vie, comme une épreuve un peu, qu'il va falloir dépasser. Et là, il va falloir passer par pas mal d'étapes, hein, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé, réapprendre à vivre aussi dans le quotidien, pouvoir à un moment donné restaurer une communication, parce que souvent ça va entamer la communication, restaurer la confiance aussi. Alors ça, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Et puis, dans tous les cas, renoncer à une autre relation avec une autre personne. La triangulation, ça ne peut jamais fonctionner. Hein. Et puis, apprendre aussi à pardonner, même si on n'oublie pas. C'est une étape aussi qui va être essentielle pour se reconstruire et puis ensuite réinvestir son couple, réinvestir sa vie amoureuse et sexuelle et repartir sur des nouveaux projets. Moi, je l'ai vu, bon, il y a des couples, bon, ça a été comme un détonateur pour leur couple qui ont compris qu'il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné dans leur couple et c'était l'une des raisons pour lesquelles il y avait eu ces 7 ou 16 infidélités-là et qui vont redémarrer, renaître à eux-mêmes. Est-ce que ça s'est vu qu'une infidélité est finalement beaucoup plus soudé le couple qu'avant? Ça se voit chez certains couples, effectivement, qui l'ont perçu comme une épreuve face à une dérive dans laquelle ils étaient. Souvent, on voit des couples qui se déconnectent de plus en plus. Ça commence par le travail, où chacun va être dans finalement son moi au travail et sa réussite personnelle, et qui va complètement privilégier cet axe-là, et l'autre aussi, et puis une déconnexion qui se fait à ce moment-là. Ensuite, par rapport aux enfants, parfois, où il va y avoir chez certains un surinvestissement et d'autres un désinvestissement. Et donc là, des déconnexions qui vont se faire, qui vont faire qu'il y aura quasiment plus d'intimité, que les partenaires vont être dans une, finalement, comme certains disent, on se sent colocataire. C'est-à-dire qu'on partage des habitudes de vie, on partage un même endroit, on joue parfois nos fonctions parentales, si on a des enfants ou pas, mais on n'a plus cette sensibilité, cette complicité et cette intimité ensemble. Et donc là, c'est effectivement toute la question pour eux, ça va être de pouvoir réapprendre, déjà comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, et ensuite réapprendre à changer complètement leur modalité d'être en couple dans la durée. Parce que c'est jamais, ou rarement, si ça se passe au début de la relation, il faut quitter. Ça ne sert à rien. Si dès le départ, il y a infidélité, ce n'est même pas la peine de continuer, en gros. Mais souvent, ça se passe quand on a passé le cap de la lune de miel, de la fusion, de la passion, quand ça s'installe durablement, l'infidélité. Et c'est là où il faut apprendre, on va dire, à observer, à comprendre finalement qu'est-ce qui a posé problème dans le couple, et pour y remédier, repartir sur des nouvelles bases. Le petit mot pour la fin? Eh bien, malgré ce thème de l'infidélité, même si ça peut être une épreuve pour beaucoup de couples, c'est important de pouvoir la dépasser, pouvoir la comprendre, pouvoir aussi parfois changer toutes ces modalités qu'on a d'être ensemble. Et j'ai envie de dire, parfois, il vaut mieux être fidèle qu'infidèle, parce que quand on est fidèle à soi-même et à l'autre, eh bien, on avance beaucoup plus facilement et on peut relancer le désir avec l'autre. Ce n'est pas en changeant de personne qu'on va forcément changer sa relation, c'est en changeant soi-même d'abord. Pourrait-on dire qu'en fait, en trompant, on se trompe soi-même? D'une certaine façon. Très bien. On pense qu'au travers de l'autre, on va trouver autre chose, mais quand on ne change pas soi-même, eh bien, son couple n'évolue pas non plus. Donc, autant commencer par travailler sur soi-même. Merci, Daxem. On se Merci. retrouve bientôt. À bientôt.